bonsoir à tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre. Il y a un peu plus d'un an et demi, une crise sanitaire sans précédent débutait. Dans les hôpitaux, des hommes, des femmes ont dû faire face. Certains d'entre eux sont face à vous ce soir et vont vous raconter comment ils ont vécu de l'intérieur ce moment complètement inédit, avec bien sûr beaucoup de moments difficiles, mais aussi beaucoup d'émotions positives très fortes, des moments d'esprit, de corps, d'abnégation et puis de solidarité. Un élan de solidarité auquel vous avez participé en soutenant spontanément la fondation des hôpitaux universitaires de Strasbourg. 1,2 million d'euros versés qui ont contribué à l'effort de guerre contre le Covid-19. Lorsque on dirige un établissement, un hôpital public, un CHU en particulier, nos équipes sont les principales ressources. On s'appuie beaucoup sur l'expertise de nos équipes pour faire face à une maladie. On réunit les différents experts, les experts médicaux, les experts paramédicaux dans ce qu'on appelle les cellules de crise qui se réunissent tous les jours pour prendre en permanence toutes les décisions quotidiennes, plusieurs fois par jour, pour adapter l'hôpital à la réalité de la situation sanitaire. Je crois que la première fierté que l'on peut avoir de notre système hospitalier public, c'est qu'il a été bousculé, mais il a tenu. On a vu ce qui s'est passé en Italie, voilà, 3 semaines un peu avant nous. On a vu ce qui s'est passé finalement dans le Haut-Rhin. Et du coup, on a pu se mettre en ordre de bataille. Peut-être le message fort, c'est qu'on a réussi à anticiper. En gros, pour avoir une petite marge de manœuvre, parce qu'on a vu quand même la vague arriver. Et donc, on s'est pris en main. À tous les niveaux, il y a eu vraiment, on a réinventé l'hôpital, si je puis dire, vraiment pour s'adapter à la vague. Et très rapidement, on s'est organisé pour arriver à prendre en charge tous les patients qui arrivaient aux urgences. C'était un moment, je pense, alors le terme historique n'est peut-être pas le bon, mais c'est un moment qu'on ne pensait pas vivre, qu'on espère ne pas revivre. Oui, je vais vous donner quelques chiffres, ça va permettre de donner concrètement l'ampleur de la situation et du problème. Le 25 février 2020, premier patient Covid hospitalisé dans le service du professeur Hansmann. 25 février. Le 3 mars, premier patient Covid admis en réanimation. Le 16 mars, on est 15 jours plus tard, il y a 149 patients hospitalisés pour motif Covid aux US, dont 54 en réanimation. Le 2 avril, un mois après le début du premier patient hospitalisé, c'est 601 patients hospitalisés pour motif Covid, dont 181 en réanimation. Nous sommes là au pic de ce que les US ont eu à connaître. Et tout au long de la période Covid jusqu'à aujourd'hui, c'est près de 5000 hospitalisations pour motif Covid qui ont été réalisées. C'est ainsi que les US ont dédié quasiment 400 lits de médecine, c'est-à-dire à peu près 2/3 de tous les lits de médecine de l'hôpital, exclusivement à la prise en charge du Covid. En gros, il y a 500 000 € qui ont été consacrés à des achats de matériel. On a pu acheter des respirateurs, des tablettes. Ensuite, il y a eu des moyens qui ont été consacrés à l'amélioration du standard téléphonique qui a dû connaître un afflux absolument considérable à ce moment-là. Et puis, ça nous a permis aussi de continuer le financement d'un certain nombre de projets qui sont vraiment très intéressants. La Maison de l'éducation thérapeutique, le professeur Sordet qui s'en occupe. On a eu le projet Covidog. On a eu aussi de l'argent qui a permis d'être viré sur le centre d'accueil médico-psychologique des adolescents. Voilà, mais ça a été extrêmement vaste. Si vous voulez, entre les dons en nature, les dons en argent, les cagnottes et tout ça, ça a été magnifique. Ça a été très marquant comme expérience. Alors on est préparé effectivement, comme l'a dit Monsieur le Directeur,
à gérer des situations épidémiques qui sont beaucoup plus limitées. Au début de l'année, on avait la connaissance de ce qui se passait à Wuhan. On se disait, bon, la Chine, c'est loin. Et donc, c'est vrai, quand on a vu après les choses se rapprocher, comme l'a dit Emmanuel aussi, en Italie, en Lombardie, là, on s'est dit, attention, là, on risque d'être concerné. Et quand on a vu le premier passer le 25 février, on s'est dit, bon, attention, il faut être vigilant. Des épidémies comme ça, mondiales, on l'a déjà connu. Il y a la grippe qui nous concerne chaque année, qui est tout à fait une épidémie à l'échelle mondiale. Là, c'est probablement l'accumulation de plusieurs phénomènes. C'est-à-dire que bon, les moyens de communication permettent effectivement à n'importe quel virus, n'importe quel organisme de traverser le monde en quasiment 24 heures. On est dans une situation, à la fin, on ne la connaît pas. On ne sait pas combien de temps ce virus va continuer à circuler. Même s'il circule de façon relativement modérée, il y a quand même encore un impact. Je veux dire, on porte tous des masques. On est tous quand même encore concernés. La vaccination, le pass sanitaire, l'obligation vaccinale. Plein de choses qui vont impacter notre quotidien. Et je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec ce virus, avec un impact qui est le plus limité possible. Alors on compte beaucoup sur la vaccination, évidemment. Elle nous a joué déjà des tours assez désagréables avec des variants, et je pense qu'il faut être vraiment très prudent dans ce qui se passera dans l'avenir. Il faut savoir réagir rapidement, il faut savoir s'adapter rapidement. Ça, c'est une des leçons de cette épidémie. On a transformé la réanimation, on a transformé les services de soins continus, on a transformé les services traditionnels. Tout s'est bien passé. On a aussi beaucoup travaillé sur la réorganisation des soins, beaucoup travaillé sur l'optimisation. Vous avez vu qu'on mettait les gens sur le ventre. C'est quelque chose qu'on faisait ça d'habitude, mettre les gens sur le ventre, on le fait tous les ans quand il y a des grippes graves. Les patients qui ont des grosses détresses respiratoires, on les met sur le ventre. Là, c'était tous les patients. Moi, je travaille en réanimation dite médicale. On a la particularité d'avoir des patients qui peuvent rester longtemps. Pas tous, mais il y en a qui peuvent rester longtemps. Donc, on a l'habitude de prendre en charge des patients sur le long terme, avec déjà du début de rééducation aussi qu'on peut faire. Et on a fait les calculs. 2020, la surmortalité n'a pas été énorme par rapport à 2019. Donc, en réanimation en tout cas, je ne dis pas ailleurs, en réanimation, les surmortalités n'ont pas été aussi évidentes. Un lit, ce n'est pas juste du matériel, c'est du personnel paramédical, du personnel médical. Un lit, c'est à peu près ça, c'est à peu près 3 infirmiers, mais aussi du kiné, aussi des agents de service hospitalier qui s'occupent du ménage, qui s'occupent... Tout ça, c'était important. Le ménage était important, c'était vraiment beaucoup de personnel. On a eu beaucoup de renforts. Il y a eu une solidarité et une cohésion d'équipe à ce moment-là très importante. C'était difficile parce que c'est difficile de demander à du personnel qui est déjà débordé et submergé de gérer en plus de l'encadrement et de la formation. Donc mettre un infirmier qui part d'un service pour lequel il est compétent, professionnel, le lendemain, le mettre en réanimation, où d'un seul coup, il devient novice et inexpérimenté, c'est difficile pour lui. Donc, ça nous a mis, nous, dans la difficulté par rapport à la formation qu'il fallait assurer. Et puis, ça a mis les équipes qui venaient en renfort aussi dans la difficulté parce qu'ils sont sentis, certains se sont sentis dépassés par les événements. Comme disait Madame, la grande anxiété liée à ce virus qu'on ne connaissait pas, le personnel l'a vécu. Ils ont dû soigner les patients tout en essayant de se protéger au maximum et de protéger leur famille. Et pour faire ça, ils ont dû puiser vraiment au plus profond de leurs ressources. Alors au départ, la priorité, c'était vraiment de protéger les personnes vulnérables parmi nos personnels. Donc il y a eu des moyens de prévention qui ont été mis en place pour ces personnes-là. On a accompagné aussi les personnels malades positifs au Covid lors de la première vague en créant des consultations téléphoniques régulières parce qu'ils étaient vraiment isolés chez eux. Merci à toutes et à tous, que vous soyez un donateur particulier, que vous soyez les représentants d'une entreprise, que les dons aient été réalisés en espèces ou en nature, quel qu'ait été le montant de ce don. Vous avez accompagné les professionnels du CHU de Strasbourg dans l'accomplissement de leur mission. La France a une tradition de mécénat, l'Alsace en particulier a une tradition de mécénat.
L'hôpital public est ouvert au mécénat. Votre présence ici nombreuse, le soutien que vous nous avez apporté pendant cette crise Covid est à souligner. Donc je dirais tout simplement, humblement, merci. Merci au nom de la communauté hospitalo-universitaire du CHU de Strasbourg, parce que, et ce temps d'échange le montre, chacun de vos dons, parfois chacune de vos pensées, parce que pendant cette crise, c'était aussi des mots, ça nous a été précieux, et ça a aidé nos professionnels à faire encore mieux leur travail, à vivre encore plus intensément leur engagement. Et donc au nom de l'établissement que je représente, je voulais simplement vous en remercier.